Ok, bon bah écoute, nous sommes partis, je t'ai mis le son, tu peux dire bonjour. Bonsoir. Ouais, voilà, en plus le son est bon Bonsoir. grâce à l'achat Ah bah oui, d'un micro. d'un micro correct. Je suis sorti de la cave. Parfait, parfait, parfait. Oui, oui, c'était un peu compliqué, ça arrive. Donc je me remets Je sur le shootais NTM. diaporama, exactement. Donc on se retrouve pour la troisième partie de la révolution industrielle, toujours en compagnie de Skiros. Exact. Voilà, toujours en compagnie de ma méconnaissance du sujet, mais on commence au moins à s'approcher d'un temps que je connais mieux à partir de la seconde partie du 19e. Mais voilà, comme tu continues à me filer ton travail la veille, bon, je vais pas vraiment regarder non plus plus que ça. Voilà, on change pas une équipe qui fait match nul. Salut Azat. Exactement. Donc, Exact. On ne change pas d'équipe, il faut être nul. Tout à fait. Invaincu dans le non-résultat. voilà, dans le résultat partagé. Oui. Moyen. Je rappelle, la première partie s'attachait au balbutiement du processus. La seconde entrait à partir on va dire de la période post-napoléonienne dans le prélude au mouvement, le frémissement du changement. On n'avait pas vraiment conclu quoi que ce soit puisqu'on est toujours révolution industrielle oblige dans le train en marche dont on ne connaît pas la destination. Enfin nous on la connaît mais voilà on va laisser le processus se dérouler tranquillement. Donc voilà on revient pas sur les problématiques et compagnie. On a vu l'apparition de phénomènes importants, miniers, ferroviaires, des éléments de la technique, des éléments impactant la démographie, la géographie sociale, mais on a aussi vu que ce début de siècle, enfin disons le premier 19e, eh ben, c'est tout de même un temps assez long de transition, donc il voit une évolution lente à partir du monde ancien qui reste celui du travail éparpillé, du monde paysan, de la force de travail animal. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à prendre la révolution industrielle comme un phénomène qui voit passer les choses de l'ancien au moderne de 1850 à 1900, on va dire. Un peu le cheval à l'automobile, le paysan à charrue jusqu'à la grande fonderie victorienne, la charge de la brigade légère à la mitrailleuse dans les tranchées par un claquement de doigts. Or, il y a une genèse sur laquelle tu es revenu. Et j'en ai profité puisque j'ai quand même rapidement parcouru le travail pour citer du Bernanos que je suis en plus en train de relire pour un dimanche littéraire 2026. Donc ça tombait sous le sens. Je me permets de faire cette petite citation qui va introduire un petit peu à ce à quoi tu vas venir toi dans ton développement. Je le cite, donc ce grand homme, en plus ça fait toujours du bien. Je le cite donc. Ce sont les marchands de coton de Manchester qui ont fait la civilisation des machines avec les premières machines à tisser le coton. Ils l'ont fait sans savoir ce qu'ils faisaient et ils ont fait du même coup sans le savoir l'Empire anglais. Ils ne voulaient que substituer l'industrie anglaise du coton à l'artisanat français de la laine, ils ne voyaient pas plus loin. Les machines rapportaient de l'argent rapportait d'autres machines et le circuit infernal se trouvait ainsi fermé. C'est seulement près d'un demi-siècle plus tard que la civilisation de la matière a trouvé sa justification philosophique dans Marx et Hegel, dans la pensée allemande et non dans la pensée française. Peu importe ce qu'on en pense, on s'en fout. Toujours est-il qu'avec la période qui s'ouvre, on est dans le temps du grand bouleversement et le propos rejoint par la machine et l'idée qu'a développé Bernanos, on rejoint ce que tu vas dire. Donc voilà, on aborde une partie importante. Bah, le cœur du sujet, finalement, Voilà. le cœur des idées reçues, bah, c'est bien de commencer sur du Bernanos, parce que Mmh. finalement, moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui sur le fond, parce que finalement, il y a une analyse historique qui n'est pas tout à fait fausse. Donc, en effet, comme tu l'as très bien dit, le premier 19e est un moment, comment dire, assez morne finalement en termes d'évolution, que ça soit technique ou humaine. Dénoncé par ses propres habitants, dont la fougue de la jeunesse romantique, voilà, se faisait un peu chier. Par contre, attends, Et je me permets de t'interrompre oui, pour une question de forme. Sur le fond, nous sommes d'accord, il sera plus le même politiquement, matériellement, dans la science, tout ce qu'on veut. Par contre, sur la forme, il faudrait que tu m'indiques quand est-ce que tu souhaites que oui, l'on mette les images, parce que c'est pas change dans d'image. ouais, c'est pas Oui, dans le oui, je l'ai pas développement. mis parce que je suis un débile mental, hein. Mais C'est ça, j'ai même des images en trop, mais ça, c'est pas grave. c'est pas grave. Bon, Même abordons quand même, le mais oui. cœur du sujet. Et donc, c'est le Voilà, cœur du sujet, c'est, vas-y. voilà, après ce premier 19e siècle assez lent et tranquille finalement, encore très rural et c'est quand même qui voit, des premières,
mutation profonde s'amorcer. Cette période-là, ce deuxième 19e, 1800, à peu près 1850, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est vraiment ce gros morceau-là. C'est toutes les images qu'on a quand on parle de révolution industrielle. C'est tout se passe là. Et donc c'est ce moment de bascule finalement. Après cette longue transition amorce qui est la première partie du siècle, tout est là et voilà, je parlais un peu de ces représentations. Et comme la dernière fois, on va commencer par le petit contexte international. Tu peux mettre l'image numéro 2 avec là où la première partie du 19e siècle européen était quand même relativement paisible, en dépit de quelques interventions étrangères, quelques guerres par-ci par-là. L'année 1848, finalement, marque une petite bascule avec le printemps des peuples, mais c'est là où commence un peu le moment comme dit Azad, des révolutions en pagaille. On voit la formation de nouveaux États, donc l'Allemagne naissante en vert sur la carte. C'est une carte scolaire, hein, je crois que je l'avais dans mon manuel au lycée, mais je la trouve assez parlante sur les évolutions territoriales de l'Europe entre 1850 et 1914. Donc on voit la création de 2 nouveaux États qui n'existaient pas avant, donc l'Allemagne et l'Italie dont tu as déjà parlé du processus de formation sur la chaîne. L'affaiblissement de l'Empire ottoman dans les Balkans, avec la création de l'agrandissement de la Serbie, l'agrandissement de la Bulgarie, pareil pour la Roumanie, la Grèce qui devient plus grande, et le vieil empire autrichien qui se transforme en double monarchie. Donc, tout ça se fait l'unification allemande. Techniquement, c'est pas une double monarchie, c'est un empire et un royaume. Il est Kaiserlich und Königslich. Il est impérial et royal. Oui. Voilà, c'est techniquement, et puis. Voilà. Mais le processus. Mais 1848, c'est une date intéressante parce que, un peu comme 1453 ou 1492, ça fait correspondre des faits matériels et des événements qui sont un peu décorrélés de l'évolution des pratiques. Enfin, ça fait un bornage un petit peu sympathique, alors que, tu vois, comme 1453 et la Renaissance, ça n'a pas de sens dans le fond, mais on a ces dates un peu bornes qui font des ruptures. Oui, puis 1453, il y a ça peu ou prou, c'est l'invention de l'imprimerie, du caractère mobile de l'imprimerie, il y a des trucs qui marchent bien, quoi. Et 1848, c'est aussi un moment, ce que je trouve assez intéressant aussi, comme 1453, c'est des moments où les acteurs ont eux-mêmes conscience de la bascule qui est en train de se passer. Ouais, c'est vrai. Ce qui est assez rare finalement dans l'histoire, c'est le moment où on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose au jour le jour, quoi. Et 1848, où il y avoir donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, une révolution en France, qu'on va appeler le printemps des peuples, mais également des révolutions dites nationales partout en Europe. Très importante. En Allemagne, essentiellement, en Italie, en Autriche, en Hongrie, ça va se Hongrie, très important. En Hongrie. Ouais. En Grèce aussi, dans les Balkans, il y a des soubresauts. En Serbie, avec les mouvements panslaves, il y a des échos jusque dans les campagnes bulgares. Parce que c'est un mouvement de fond sur l'idée de nation et de nationalisme. Mais c'est assez fou, ouais. C'est assez fou. C'est vraiment assez tache d'huile. Voilà, ça mériterait une soirée entière pour décrire tout ce qui se passe. C'est quelque chose, la classe des étudiants, enfin la société des étudiants, une espèce de république des lettres internationales. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. C'est comme la carte le montre, du coup, les guerres d'unification allemande et italienne, donc les 2 États neufs de cette époque-là. C'est entre les années 1860 et 70. En 3 guerres chacun, à peu près. C'est assez bien. Chacun s'est bien rangé. Donc, la guerre austro-prussienne, dano-prussienne et franco-prussienne pour l'unification allemande. Et les 3 guerres italo-autrichiennes pour l'indépendance. J'ai appris. Et encore que ça se discute pour nos fratelli d'Italia. Oui. Hein, j'en reparlerai l'an prochain. Je ferai des vidéos sur pas forcément le Risorgimento en tant que tel, mais sur notamment les effets dans le sud. Mais oui, c'est processus compliqué. Ouais. Mais ce qu'ils appellent guerre d'indépendance, par ailleurs, c'est assez intéressant d'un point de vue historiographique. Mais il y a aussi à l'échelle plus mondiale des choses un peu plus des conflits plus forts qui marquent en fait l'entrée dans ce nouvel âge moderne. Il va y avoir la fameuse guerre de sécession aux États-Unis. Il y a la guerre de Crimée qui est quand même un grand conflit européen.
Et il y a à peu près 72 guerres russo-ottomanes, comme d'habitude. Ah oui, j'en ai couvert une, effectivement. Mais il y a, On a couvert une. il y a la guerre russo-japonaise aussi. Ouais. Oui, non, mais il y en a plein, de La toute guerre façon. russo-japonaise, il y en a plein, toutes les guerres balkaniques, enfin, c'est colossal. C'est là où vraiment, après le chaos napoléonien, l'Europe a quand même besoin de penser un peu ses plaies. Là, j'allais dire, on s'accélère un petit peu, c'est un petit peu la foire à la saucisse. Il y a des questions, il y a une contestation de l'État ancien, en fait, qui est assez intéressante aussi à ce moment-là. Il y a quand même des États neufs qui naissent, un ordre à peu près national, malgré l'anomalie, les deux anomalies que sont l'Empire ottoman et austro-hongrois, avec l'Empire russe aussi. Et c'est soulevé par plein d'autres questions, voilà, ce qu'ils vont appeler typiquement en Europe, du point de vue occidental, les questions d'Orient, dans toutes les interventions européennes dans l'Empire ottoman, qui vont conduire jusqu'à l'entrée en guerre de l'Empire ottoman en 1915. Donc il y a voilà, il y a un siècle beaucoup plus mouvementé, c'est l'époque de toute une foultitude de guerres coloniales aussi. Il est impossible de tout couvrir parce qu'il y en a vraiment trop. C'est le début de du deuxième âge de colonialisme, hein, même si là tu peux mettre l'image numéro numéro 3, là, pas celle de la mine de charbon de merde, parce que ça je l'ai oublié, mais l'image des Allemands Ah oui, en oui, printemps du peuple sur les barricades. sur les barricades. Bah, ça c'est Cavour pour l'unité Oui, italienne, oui, c'était Cavour, ouais. l'éminent un peu. Et mais voilà, c'est la naissance du drapeau noir, rouge, or en Allemagne 1848, c'est là où ce symbole se crée pour une Allemagne républicaine et unie, ce qui n'arrivera qu'en 1919, Ouais, et encore péniblement. unis, ouais. Et encore unie, Mm, enfin 1989 finalement, après, mm, c'est vrai. pour le coup. Et l'image numéro 4 avec, pareil, encore une carte de manuel scolaire que probablement nous avons tous eu si on a été à l'école. Donc la carte du partage du monde et de l'abandon de l'Afrique et de l'Asie par les puissances européennes. Évidemment, les experts me diront qu'il y a des colonies avant cela, oui, notamment l'Inde britannique et l'Algérie française. Il y a aussi toute l'Asie, le Caucase russe et l'Indonésie néerlandaise. D'ailleurs, je voudrais peut-être un moment parler de la conquête de l'Asie russe. Ouais, c'est la conquête de l'Asie russe. Ouais, centrale. Ok, ouais, pourquoi pas, ouais. Non, mais Qui a été tout ça, c'est intéressant, ouais. Je le ferai très vite fait là dans les trucs coloniaux, mais ce sera plutôt oui, caucasien. oui. Et Mais ouais, tous les non, c'est mercredis, hein. intéressant. C'est intéressant. Bah oui, caucasien forcément avec bon, Tchamil, hein, mais bon, c'est loin du Exactement. sujet. Mais c'est la période du scramble, ce qu'on va appeler en anglais le scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique, où tout le continent va être, qui était quand même extrêmement peu connu des Européens, avec quelques poussières de comptoir et une présence en gros une présence en Algérie, et en Afrique du Sud, à l'extrême au nord et au sud du continent. Le continent est en l'espace de 30 ans intégralement découpé, colonisé, administré, quoi. En effet, ça prendra longtemps, mais sur la carte, c'est le cas, quoi, entre puissances coloniales. La conquête de l'Indochine commence à cette époque-là et se termine en France dans les années 1880, avec sous la houlette du fameux Jules Ferry, connu sous le nom du Tonkidois. Et l'Indonésie, sur les Indes néerlandaises sur la carte, va être aussi la conquête va être terminée à ce moment-là entre 1800, ça commence en 1830 la reprise et ça se terminera dans les années 1870. Ce sera très long. Et toutes les îles du Pacifique, il y a trois pays qui échappent à peu près à l'influence directe européenne en Asie. Ça va être l'Empire ottoman, l'Empire perse et la Chine. Mais si tu mets l'image suivante, enfin la nuage suivante, c'est la conférence de Berlin. Oui, Ah, oui, une des plus connues, oui. J'ai fumé du crack avec la numérotation des images, hein, je suis désolé. Ah, c'est pas grave, t'en fais pas, y a pas de problème. Donc là, une des plus connues, c'est un truc qui est aussi très posé, enfin, qui est caractéristique de cette période-là et qui est un peu très moderne, c'est la naissance d'immenses sommets nationaux pour tout un tas de questions. Et voilà, le partage du gâteau chinois, où nous voyons l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, la France et le Japon se partager la Chine. Qui ne vont jamais se partager directement. Hein. C'est une histoire de concession, de zones d'influence, de participation dans les banques et les sociétés de chemin de fer. C'est un colonialisme informel, en fait, comme ce qui se passe en Perse ou dans l'Empire ottoman.
Bon, les Chinois trouvent ça très très formel, hein, mais il n'y a pas Oui, de. mais ça l'est un petit peu plus, effectivement, parce tu peux pas pénétrer un territoire aussi grand et le dominer sur ton question de population, Ouais, c'est pas possible. oui, on est quand même sur sur un colonialisme, notamment par l'imposition militaire de traités commerciaux Ouais, et compagnie, quoi. bien sûr. Bah, voilà, deux guerres de l'opium, la guerre des boxeurs, enfin, il y a la révolte des Taiping, il y a quelque chose en Chine, vraiment les Européens pratiquent une ingérence totale. Et il y a finalement, c'est l'âge de enfin, c'est ce que j'avais dans mon petit exposé, voilà, c'est un peu c'est l'âge de l'impérialisme, hein, ce que les Anglais vont appeler le Jingo dans l'Empire britannique, qui va être un peu au dos de la période où c'est quelque chose qui sera très rarement critiqué en interne de la part des pays européens. Finalement, le consensus va rapidement se faire. Non, mais il existe une pensée Mais il existe une pensée anti-coloniale, ouais. anticoloniale, hein. Ouais, ouais. Mais Ah non, qui est pas humanitaire, qui est plutôt effectivement tournée vers l'intérêt politique et stratégique d'un État. politique, On le sait en voilà. France, quoi. La ligne bleue En des France, Vosges. la ligne bleue des Blouches, tout à fait. Voilà, le mot Mais bien connu, vous m'avez pris deux sœurs et vous me donnez trois N. Mais voilà, c'est trois noirs, voilà, pour parler poliment. exact, voilà. Des, non, 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 non. Mais voilà, et sur le continent américain, il va y avoir également toute la doctrine Monroe, hein, les Européens ne sont pas présents, mais les États-Unis terminent leur conquête de l'Ouest, Et font leur consensus. il se tourne aussi un petit peu vers le colonialisme. Hein. Alors, Après deux vidéos l'an bien sûr, prochain sur Cuba et les bien sûr, Philippines aussi. Cuba, les Philippines, la guerre hispano-américaine, Ouais, je vais le faire l'an prochain. Ouais. Porto Rico et tout ça, tout à fait, ça c'est 1898. Ouais, tout à fait. Avec jusqu'en 1902 pour les Philippines. Et Donc les ça va être Américains très oui, très sont long. présents en Chine aussi, oui, tout à fait. Et ils sont en Chine, c'est les Américains qui ouvrent le Japon dans les années 1860 avec les vaisseaux noirs de Perry. Commodore Et c'est Perry. le seul pays extra-européen, on va dire, pour l'époque, hein, c'est-à-dire pas blanc, pour le coup, pour la pensée de l'époque. Hein, voilà, c'est le seul pays qui va suivre ce modèle-là de développement. Oui, le Tous Japon, les ouais, autres, ouais, tout à fait. le Japon, le seul. Et qui vont faire exactement la même chose en Oui, Asie c'est que les ça. Européens. Hein. C'est exactement ça, oui, on Donc l'oublie. faire tout pareil. Donc voilà, chaque guerre a son exposé. Il y a tout un tas de raisons à cette expansion qui, on va pas détailler ici, mais c'est le prestige, la conquête de marchés, de ressources naturelles, et ce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, ce que Kipling a appelé le fardeau de l'homme blanc, la mission civilisatrice, et ainsi de suite. Il y a quand même quelque chose d'humanitaire hein, aussi hein, pour l'époque hein, Ouais, de bien la sûr. conquête coloniale, la fin de l'esclavage. Ah La oui, oui, éradication oui, de maladies, clairement, le clairement. prestige de l'exploration. C'est Non, mais c'est une une question qui est émulation. extrêmement complexe. Hein. C'est une émulation. Non, mais de toute façon, on peut pas résumer ça en deux phrases, à moins d'être un mec qui fait des YouTube Shorts. Mais oui, il y a quelque chose comment dirais-je, une émulation européenne. Et effectivement, mais pas que pour les Français. Non, non, il y a une pénétration du territoire. Non, les Belges, Les Anglais, c'est les premiers. Les Belges vont faire quelques guerres autour du Congo, notamment avec les trafiquants d'esclaves d'origine arabe. Donc Le moment qui culmine de cet esprit colonial, pour les Anglais, c'est la rencontre de Stanley et Livingstone sur les bords des grands lacs sud-africains, et ce sont deux personnes qui poursuivent les trafiquants d'esclaves, par exemple. Les Anglais attaquent Zanzibar sur le prétexte que c'est un État esclavagiste. Enfin, il y a vraiment quelque chose sur le travail forcé, la traite, qui est extrêmement présent en fait dans tous les États européens. Et un esprit missionnaire aussi, hein, il ne faut pas sous-estimer l'aspect religieux de tout ça, où il y a quand même quelque chose de très très fort partout sur Terre, hein, parce que c'est pareil dans le Pacifique où les premiers en fait à venir avant les États sont souvent les missionnaires. Les Belges veulent garder les esclaves pour eux. On peut toujours y voir une hypocrisie. De toute façon, il y a toujours une discussion. C'est un sujet sans fin et pour moi où les gens ne sont pas d'accord, donc de toute façon on n'arrive à aucun compromis, mais c'est une autre forme d'esclavage, on va dire. Ça rappelle, si tu veux, le combat qui est mené au nom d'une espèce de mission civilisatrice, c'est celui d'un monde nouveau contre un monde ancien, et le monde nouveau n'exclut pas effectivement une forme d'esclavage. Faut pas oublier aussi l'état comment dirais-je, du monde du travail et des ouvriers dans l'Europe de cette époque-là. On n'est pas à l'esclavage, mais enfin c'est pas parce qu'on te file un salaire que t'es plus un esclave.
esclave, hein. Je veux dire, à partir du moment où le salaire te permet juste de survivre dans des conditions de travail très difficiles. Voilà, je pense que c'est effectivement plus un monde ancien et un monde nouveau qui se rencontrent, et la fin de l'esclavage type traite négrière au profit effectivement d'une autre forme d'esclavage, voilà, différente et matinée de questions raciales et compagnie. Mais c'est Et voilà. dont le travail forcé va être un avatar de Bien sûr, transition, bien hein, sûr. typiquement, ouais, qui va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et il faut voir ce qu'est l'état de Mais ça, l'Europe à ce moment-là aussi, quoi. Donc et on là, oui, en fonctionne avec des. 1860, Ouais, c'est ça. il y a encore, enfin, l'abolition du servage en Russie, Ah bah c'est pas fait encore. C'est pas c'est fait. pas fait, quoi. Ouais. Donc il y a, puis, enfin, tout l'état du monde et des projections par rapport à ça sont très différentes. C'est compliqué hein, de calquer ça, notre vision actuelle de nos 35 heures derrière l'ordinateur. Bah, c'est surtout que ça demande un travail hyper large et un peu dépolitisé. On n'y arrive pas trop, quoi. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Non, non, c'est compliqué. Mais pour résumer, voilà, même le monde s'accélère, la marche du monde s'accélère, ce qui est décrit comme ça par une partie des contemporains, c'est ce que dirait quelqu'un comme Hegel. Mais voilà, c'est tout le monde étant. Il y a des États pressentis comme archaïques qui mutent. L'Empire ottoman ne fera que essayer de poursuivre sa course à la modernisation jusqu'à imploser sur lui-même. C'est un peu la même chose pour enfin, ce qu'on appelle en France l'Empire austro-hongrois, que je me suis fait reprendre tout à l'heure. Et en même temps, donc on a des États neufs comme l'Allemagne ou l'Italie, des États-Unis par exemple, une Europe qui projette sa puissance, ses hommes, sa technique partout à travers la Terre, des montagnes afghanes aux Pygmées, tout en passant par les Indiens de Bolivie, tout le monde est confronté en fait à ces avatars de la modernité là. C'est ça c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité, à mon sens, où l'ensemble de la population du globe est confronté aux mêmes avatars de technique, quoi. C'était pas forcément le cas avant. Et il y a quelque chose, une petite transition. On a vu qu'il y avait les chemins de fer la dernière fois. J'avais oublié sciemment quelque chose qui était le changement naval, donc la machine à vapeur à l'échelle des bateaux. Pour les passionnés de navires. Et tu peux mettre du coup les images. Ouais, c'est des bateaux en 6. Hein. Le 6 et le 6.5, hein, tu peux t'amuser avec. Donc, on passe. Faut vous imaginer que jusqu'en 1850, un bateau, ça ressemble j'allais dire à Master et Commander en film historique, mais voilà, c'est Trafalgar, quoi. Et là, on arrive à des machines à vapeur fonctionnelles. Donc c'est le USS Great le bateau, c'est le Great Eastern et le Western et le Great Britain, donc qui sont anglais, qui sont mis à flot dans les années 1840. Il y a des bateaux à vapeur avant, très petits, c'est des péniches sur les fleuves. Enfin, c'est Lucky Luke sur le Mississippi, quoi. Ça commence à devenir intéressant et utile et utilisable d'abord d'un point de vue civil puis militaire dans les années 1840. La première guerre avec des navires à vapeur, ça sera la guerre de Crimée et la guerre de sécession, les deux premières. Le Great, d'ailleurs, ces deux bateaux-là, le Great Western et le Great Britain, le Great Western, c'est le premier paquebot moderne, donc c'est la première liaison régulière entre l'Angleterre et les États-Unis pour le transport de marchandises et de passagers avec un planning toutes les semaines. Enfin, ça a de la traversée du 15 jours, hein, donc c'est tous les mois, mais c'est la première fois qu'on a un bateau qui fait le même trajet avec des heures fixes pour faire du transport, et essentiellement de passagers. Ça va être la première bulle à immigrer, notamment irlandais, de l'Empire britannique. Le Great Britain, ça va être le premier navire à hélice et qui est considéré en fait comme le premier navire moderne, parce qu'il est en partie en acier dans sa construction interne. Comme toute période de transition, il y a des périodes de bricolage technique entre machines à vapeur, technique ancienne et technique moderne. Donc bois et acier, parce que bon, vous vous doutez bien qu'une machine à vapeur dans une boîte en bois, ça ne fonctionne pas, il faut quand même du métal autour, sinon ça crée des petits problèmes. Et bon, ouais, c'est toutes ces choses-là qui coexistent. Et bah voilà, l'illustration de montre, notamment celle-là du Great Britain, c'est quelque chose qui est mis extrêmement en avant dans la presse. Et ça va remonter jusqu'à la Chambre des communes et ainsi de suite. Ces lancements de bateaux vont devenir des grands symboles. Chaque pays va avoir les siens, ça va être la course, faut avoir le plus gros, le plus grand, le plus rapide. Et c'est la première ligne transatlantique, je crois que c'est 1800 que j'ai la note, ouais, 1850, 49-50, c'est la Cunard qui va notamment
être la concurrente de celle du Titanic. Si tu mets l'image numéro 7, le Yes. fan de boulons, les premiers navires militaires apparaissent. Au début, ça ressemble un peu à ce que vous avez vu juste avant. Et voilà l'image canonique de ce bateau que je trouve parfaitement atroce. On dirait une grenouille. C'est un bateau français, hein, ça vient de chez nous. Hein, c'est le Redoutable au port de Brest. Il va être typique de la période 1880 avec encore des voiles. Oui, on est dans les deux mondes, hein, tout à fait. On est complètement dans les deux mondes. C'est entièrement en métal. C'est à voler à vapeur, comme l'expression le dit si bien. Et évidemment, on arrive assez vite à la Redoutable en 1880. Donc seulement, faut vous dire, 40 ans après, hein, ce qui n'est pas non plus gigantesque en termes de saut technologique. Et si tu mets l'image d'après, donc que tout le monde connaît, le Titanic, on est en 1912, quoi. Donc ça s'accélère. Ah oui, clairement, Évidemment, on est déjà dans une autre modernité, ouais, c'est sûr. on est dans une autre modernité, le Titanic, donc 2 cheminées sont fausses, les mâts sont des mâts de radio, et il y a l'électricité à bord et la radio. Hein. Donc on est, c'est voilà, entre le Great Britain, le Redoutable et le Titanic, c'est des sauts de 40 ans à peu près à chaque fois. Après, maintenant, hein, vous regardez une bagnole d'il y a 40 ans, ça vous fait bizarre. Hein. Pas forcément, hein. Tu sais, il y a encore des mecs qui roulent en, il y a encore des mecs qui roulent en Clio 1, Oui, mais ça se voit, quoi. ça se voit, mais il y a une question de, enfin, bon, on entre dans complètement autre chose, mais de vision d'époque. Tu sais, quand t'es gamin et que tu vois des bagnoles d'il y a 40 ans, c'est des 4L. Aujourd'hui, quand je vois une Clio 1, ça me choque pas parce que j'étais gosse quand elle est sortie. Enfin, tu vois, il y a un truc différent. Oui, Hein. Mais oui, ça, j'ai complètement rien à voir. je comprends. Moi, voir une 205, ça me fait pas non plus grand chose parce que j'en voyais quand j'étais petit, quoi. Mais faut se dire que pour eux, pour les habitants du port de Brest, ça devait être la même chose. Hein. C'est probable. Voilà, des navires modernes en métal à propulsion thermique. Donc d'abord du charbon à vapeur, des moteurs à vapeur à charbon, puis des moteurs à essence, enfin diesel et au mazout. Mais Ils sont plus grands, plus rapides. je t'interromps juste une seconde, comme il le disait dans le chat, mais tu l'avais noté aussi Bien dans sûr. ton développement. Tout à fait. La majorité du trafic naval se fait encore avec des navires à voile. Voilà, Bateau. on le sait. Tout à fait. Pour le déclin de la marine à voile dans le transport maritime se fait en fait dans les premières années du XXe siècle, entre 1900 et 1905. Il y a moins de bateaux à voile. Parce qu'en fait, j'allais y venir, si tu mets l'image d'après le Titanic, le clipper Taiping, C'est bon, il y est. bien nommé, en 1805, en fait, voilà, les bateaux à voile restent l'immense majorité du trafic maritime, et pas que sur des courtes distances. Vraiment partout sur Terre, on navigue à voile, en fait, parce que c'est une technique qui est... c'est comme tout, une nouvelle technologie, c'est bien, ça amène des nouvelles forces, ça amène aussi des nouvelles faiblesses, et l'ancienne technologie, on sait comment ça fonctionne, en fait. Oui, mais Les courtes distances, c'est sur la fin, mais pas y a... c'est ce qu'on se disait la dernière fois, c'est qu'une époque de transition, elle représente effectivement une évolution lente dans laquelle des technologies coexistent. C'est à peu près normal. Tu sais, on n'a pas supprimé le Minitel quand il y a eu Internet. Bon, on était les seuls à l'utiliser, mais on avait quand même non, encore un mais Minitel. vous serez esbody de savoir que le fax fonctionne encore. Formidable. Voilà, alors qu'on envoie 12 de mails, hein, mais voilà, le fax fonctionne encore, alors que c'est une technologie qui date littéralement de Georges Pompidou. Donc voilà, c'est en petite analogie télécommunication. Mais oui, en fait, les bateaux à voile marchent partout, mais pas que sur les courtes distances, pas que sur certaines. En fait, la marine, comme encore maintenant dans beaucoup de domaines, c'est l'armée qui s'arroge les premiers navires modernes, on va dire. Après, le temps que ça se décante partout et que ça devienne rentable et ainsi de suite, ça va prendre du temps. Mais typiquement, l'émigration de la ruée vers l'or en Australie à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, se fait sur des bateaux à voile. Le trafic d'une partie de denrées qui sont notamment non périssables ou peu périssables se font par bateau à voile, alors que la plupart des choses sont passées à la vapeur. Mais
Oui, puis pour des Et trajets ça va courts et compagnie, enfin, ça paraît logique. des trajets courts. Mais le dernier, parce que maintenant ils en ont refait en 2021, je crois qu'il y a maintenant, depuis 2021, il y a des bateaux à voile qui font du fret. Mais le dernier bateau de fret traditionnel, on va dire, enfin, le dernier trajet commercial, c'est dans les années 50 en France. Hein. C'est genre un Le Havre Santiago de Chile, quoi. Donc c'est encore très très tard, et il va y avoir encore jusque dans l'entre-deux-guerres, mais en effet, jusqu'à la guerre de 14, un bateau, c'est encore pour la tête dans la tête des gens, c'est un truc à voile. Hein. C'est de moins en moins sur les lignes stratégiques de premier plan, mais c'est toujours le cas. Et ce qui va être assez intéressant, et ce qui est souvent oublié d'ailleurs quand on parle de la réforme industrielle, si tu mets sur cette évolution technique, si tu mets l'image numéro 9, c'est que changement de technique, c'est très bien. Il y a des bateaux avec du charbon, puis après, il va y avoir du pétrole, mais c'est le même problème. L'avantage du vent, c'est qu'il y en a partout sur Terre. C'est gratuit. Le charbon, non. Et ça va de pair avec la chose, le fait colonial. Hein. Et ça va aussi servir des fois de base de conquête coloniale. Donc là, nous sommes à Aden. Non, mais à Saint-Sulpice, c'est pas Aden. J'avais trouvé une d'Aden un peu plus moche. C'est-à-dire que tous ces bateaux, toutes ces lignes d'identification du trafic maritime nécessitent des stations de charbon. Il faut bien foutre des stations essence pour bateaux partout sur Terre. Et il y en aura littéralement partout. Le moindre port d'attache se doit désormais d'avoir des réserves de charbon. Alors ceux qui sont intéressés de près à la bataille de Tsushima savent que ce fut un gros problème pour le trajet des Russes. Mais ça va être un peu un des avatars de la modernité aussi dans des territoires périphériques, on va dire, Ah, puis où ça va être un peu le seul. ça va devenir géopolitique aussi. Toute la doctrine navale des États-Unis de Mahan, qui est à peu près à cette époque-là, parce que je crois qu'il meurt en Ah 14, oui, c'est l'idée c'est ça. effectivement des États-Unis de s'assurer des bases de ravitaillement et des territoires un peu partout pour effectivement avoir une flotte militaire qui soit capable de se projeter un peu partout. Ça explique. Exactement, mais ça explique des établissements qui semblent un peu étranges à l'époque, typiquement, pour qu'est-ce que sont allés foutre les Anglais au Yémen dans le Golfe Persique. C'est parce qu'il y a besoin, quand tu sors de la mer Rouge, d'avoir une station de ravitaillement quand tu entres, selon le sens. Donc, évidemment, à contrario, en même temps, va y avoir le canal de Suez qui s'ouvre dans les années 1860, puis le canal de Panama au début du XXe siècle, qui vont aussi raccourcir et accélérer beaucoup de choses dans le flux du transit maritime. Mais il va y avoir toute une pensée stratégique qui se développe dans tous les pays européens, d'essayer d'avoir des stations de ravitaillement et ou du moins d'en conserver des neutres en cas de guerre. Ça, c'est un gros problème de l'Allemagne du Second Reich par rapport à ces territoires d'outre-mer, d'essayer de pouvoir se ravitailler sans repasser par l'Allemagne. Les mouvements, il y a j'ai entendu ces chiffres il n'y a pas très longtemps et c'est assez intéressant. À la fin on estime que tout le trafic maritime du XVIIIe siècle, à l'apogée du trafic maritime du XVIIIe siècle, tiendrait dans 2 porte-conteneurs actuellement, et ça ferait en fait par rapport à cette deuxième décennie du XIXe, seulement 20 porte-conteneurs. C'est pour montrer les choses, l'évolution, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 10 entre la fin du XVIIIe et du XIXe, et entre la fin du 19, enfin, la fin du 19e et la fin du 20e, on a multiplié par 1000, quoi. C'est quelque chose de colossal, ce qui s'est passé au XXe siècle, et dans le 19e ne fait que poser les fondements. Et avec ça, va y avoir, tu peux mettre l'image suivante, l'image numéro 10. Bien sûr. Un autre carte scolaire, hein, toujours. C'est la stabilisation du trafic maritime, l'accélération des communications et ainsi de suite. Ça va venir avec les migrations européennes à travers le monde. Je ne ferai pas d'analogie avec les périodes contemporaines et les migrations, mais c'est un moment assez intéressant où énormément, des millions, voire même des dizaines de millions d'Européens quittent le vieux continent, qui se surpeuple doucement, pour aller peupler des pays neufs. Donc vous voyez tous les flux par pays, par zone.
D'ailleurs, il manque sensiblement les Allemands pour l'Amérique latine. Migration peut-être plus tardive. Mais voilà, c'est tous ces îlots blancs à travers le monde, ce qui constitue maintenant ce qu'on va appeler l'Occident, se créent à ce moment-là. Et vous noterez bien hein, qu'en Afrique, il y a seulement sur cette carte 2 îlots, il y en a un petit peu plus en vrai, mais c'est paradoxalement un continent mis en coupe réglée à cette époque-là et absolument pas peuplé par des Européens. Ce qui s'explique pour plein de raisons. C'est aussi un moment de rétrécissement du monde dans le sens où les communications par bateau vont plus vite, mais c'est aussi un moment où on invente le concept de télécommunication et où l'information circule beaucoup plus vite. Non seulement les gens savent lire, mais en plus ils peuvent lire les nouvelles de l'autre bout du monde très rapidement et ça prend pas 1 an et demi comme au début du siècle où les Français et les Anglais seront au courant de l'indépendance des colonies de l'Empire espagnol 10 mois après les événements. Ça commence par le télégraphe électrique et ça terminera par le téléphone, la radio et les communications sans fil, le tout en un demi-siècle, ce qui est extrêmement rapide. Le premier message de Morse en télégraphe, c'est 1837, qui a sa gueule en 11. Et en 1850, la première transmission se fait sous la mer entre la France et l'Angleterre, c'est Calais-Londres. Et après, ça s'accélère. En 1858, c'est les premières tentatives de foutre un câble entre l'Irlande et le Canada, et ils vont réussir en 1866, entre l'Irlande et Terre-Neuve, en fait. En 1870, l'Angleterre et l'Inde sont reliés. La Chine et l'Australie sont reliés à l'Angleterre en 1877. Et si tu mets l'autre image numéro 11, au début du XXe siècle, il y a je voilà, cherche. là c'est sur les... C'est celle-là, c'est la carte. C'est la carte, pardon, excuse-moi. C'est la carte. Ça aurait dû être plus clair. Le monde entier est collé... Oui, j'aurais dû... Non, mais t'en fais pas, une craque sur t'en fais pas. Le monde entier se couvre de câbles télégraphiques et ces transmissions sont quasi instantanées. Ouais, je trouve qu'on sait rarement à quel point c'est ancien, à quel point le monde est déjà connecté, et qu'en fait on va dire, c'est la capacité technologique qui va varier, quoi. Exactement. On a posé des bases réelles, quoi. C'est ça, mais tout ce qu'on a entendu sur les câbles coupés par les Russes. En fait, il y a déjà des menaces qui se font en guerre. Tout à fait. 19e siècle, en Tout fait. à fait. Ah non, mais la guerre hispano-américaine, la première chose que les Américains vont faire, c'est couper les câbles entre Cuba et le continent, ouais. Il y a une hantise allemande. Keijo te demande si tu pourras partager la carte plus tard sur le Discord, mais je vais le noter, je le ferai. Bien sûr. Je le ferai. Bien sûr. La Sibérie désespérément déserte, en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et le téléphone, c'est un peu la même chose. Si tu mets l'image numéro 12, donc c'est la démonstration de Graham Bell, américain, inventeur du téléphone. La première transmission vocale. Un éthylotest. Exactement. Non mais c'est ça. Ça fonctionnait de la même façon. Hein. Fallait boire avant. Sinon ça marchait pas. Donc c'est 1876 la première transmission vocale via l'électricité. Et dans les mêmes années, va avoir les premières transmissions locales. C'est en règle générale un très riche bourgeois américain qui veut appeler son majordome depuis sa salle de bain, ou un hôtel qui appelle des chambres qui appellent l'accueil d'un hôtel. C'est très court. En 1878, c'est le premier standard téléphonique avec donc la naissance des opérateurs téléphoniques, donc ce qui en France on va quand même appeler les demoiselles du téléphone, qui sont quand même un métier extrêmement féminin. Et c'est donc aussi la naissance des numéros de téléphone. En même temps, ils étaient 14, donc il n'y avait pas trop de chiffres à retenir. Ça commence à se développer en Europe en 1880. Le cadran téléphonique s'invente en 1889, et avec la démocratisation des naissances de téléphone, des numéros de téléphone. Et les appels régionaux commencent à la fin du siècle, et on pourra faire la première transmission transcontinentale américaine, donc ils font New York-San Francisco, c'est 1913. Donc encore une fois, en 40 ans à peu près, on arrive à
à appeler tante Jacqueline qui habite à New York alors qu'on est parti faire des affaires à Chicago. Et dernière transmission, dernière bond technologique qui quand même, moi je trouve assez fou sur le principe, si tu mets l'image numéro 13. Donc la télégraphie sans fil, invention italienne, une des rares de la période. Non, il y en a eu plein, ils ont inventé Non, il y en a eu plein. les cartes Panini. Ah non, c'est plus tard. Ah, Oui, exactement. Ils ont inventé la Fiat Punto aussi. exactement. Et donc le premier message Morse, du coup, sans fil, c'est 1889. Le premier message intercontinental entre l'Angleterre et les États-Unis se fera en 1901. Et entre 1901 et 1910, c'est un truc, ça fait comme ça suit le même développement que les câbles. En fait, le téléphone va rester un peu plus dans le domaine du privé. Mais ça va suivre genre tous les bateaux de guerre en ont, les états-majors, les bourses, ça devient quelque chose de très central dans l'aspect militaire et technique, et dont le Titanic qui va émettre SOS pendant des heures dans le vide et tout le monde va mourir. Mais c'est C'est intéressant parce vraiment que c'est au-delà de la communication, c'est vraiment un combat de. Un renversement, on a un combat de dingue contre le temps que l'homme mène, quoi. La vitesse, l'instantanéité, ça devient vraiment la recherche perpétuelle. Je trouve que exactement. intellectuellement, c'est assez intéressant. Ouais. Non, puis c'est une vraie bascule intellectuelle et de rapport enfin, c'est un vrai changement d'humanité dans le sens au rapport à un monde ancien où vraiment c'était le rythme des saisons et puis pas grand et puis tes deux pattes pour aller au village d'à côté. Là, d'un seul coup, faut aller toujours plus loin, toujours plus vite. Faut avoir un bateau qui va à 1,02 nœuds plus rapidement que celui de ton voisin et pouvoir envoyer un message en Australie plus vite, quoi. C'est assez fou. Et surtout, c'est aussi un moment où le moindre progrès technique se retrouve systématiquement réutilisé pour faire la guerre. Alors ils la font pas vraiment, il y en a quand même pas mal, mais ils la font pas tant. Mais tout ça va se retrouver joyeusement au cœur du chaos de 1914, quoi. Donc oui, ce combat contre le temps, c'est assez dingue. Et c'est en fait là, tout ça, hein, là on parle de choses qui sont possibles uniquement parce que une nouvelle source d'énergie est arrivée. Je place le pétrole dans cet exposé à peu près dans la même suite que le charbon, puisque finalement c'est une autre énergie fossile et qui permet en fait la même chose en plus compacte. L'électricité va vraiment changer, Ah bah comme la vapeur a changé la fée la fée électricité, électricité on est presque dans la va magie. changer Hein. la société comme la vapeur va le changer. Puis il y a un truc en plus de l'électricité, comme tu dis, qui est conçu dans l'expression, c'est que c'est magique, ça sent pas mauvais, ça fait pas de fumée, et il y a quelque chose de magique. Et surtout, ça va s'intégrer dans des choses un peu différentes. C'est-à-dire que c'est les communications, là où la vapeur, les communications, c'est un corollaire, quoi. C'est les bateaux vont plus vite, donc les lettres vont plus vite. Là, faut se dire qu'en 1902, on peut envoyer un télégramme en Nouvelle-Zélande en habitant Tourcoing. Et alors, ok, personne le fait et ça coûte cher, mais c'est possible. Et dire pense à acheter du PQ. Avant, bon, bah, personne ne pensait même à pouvoir envoyer une lettre à l'autre bout du monde. C'était un truc extrêmement réduit. Ça se concernait qu'une portion très petite de la population. Petit florilège des inventions électriques. Hein. Si tu mets l'image 14, quelqu'un de très connu dans ce domaine-là, qui est Thomas Edison, inventeur prolifique, qui va notamment prolifix avec un X, hein, qui va notamment inventer la chaise électrique, mais également un des co-auteurs de l'ampoule électrique dans les années 1870, qui va remplacer la première utilité du pétrole, qui était avant alimenter la Fiat Punto, et c'était quand même le pétrole à lampe. Et là, après le combat contre le temps, c'est le combat contre un ennemi de l'humanité aussi ancien enfin, un combat de l'humanité aussi ancien que la domestication du feu, c'est la nuit, quoi. C'est vraiment se dire, maintenant, c'est la naissance de l'éclairage public fiable. Vraiment, il y avait le gaz juste avant, mais l'électricité va marquer quelque chose un pas au-delà de tout ça. Ça va être des premiers moteurs électriques qui s'installent notamment dans toute l'industrie éclatée, puisque c'est moins cher et moins gros qu'une machine à vapeur. Donc si tu mets le numéro 15, qui est donc
ce qu'on appelle la dynamogramme, ce qui, pour faire simple, est un moteur électrique et un générateur. Ça fait la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez brancher ça à un moulin et ensuite le débrancher, ça restituera le courant. C'est assez pratique et c'est une invention belge, hein, par un mec qui avait un nom très rigolo qui s'appelait Zedob. Et je vois qu'il y a des gens qui parlent de bus électriques. Si tu mets l'image numéro 16, une marque bien connue dans une ville bien connue, le premier tramway électrique se fait en 1881 à Berlin par une entreprise que tout le monde connaît si vous êtes un jour allé dans un darty, qui est Siemens, qui naît à cette époque-là en fait. Et donc voilà, ils sont beaux, ils ont des jolies moustaches, il y a des très beaux uniformes. Et ça commence à la fin du 19e. Donc il faut se dire que ça, à Berlin, coexiste avec la même chose tirée par des chevaux, et tout le monde trouve ça normal. L'électricité, ça va être l'éclairage public, l'énergie du futur. C'est vraiment vu comme nous on voit l'IA maintenant, quoi. Enfin nous, on se comprend, hein, mais c'est quelque chose qui fait rêver. C'est quelque chose où on se dit mais ça va changer l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on a ça, c'est fantastique. Et ça va aussi permettre de diffuser de nouveaux outils en les réduisant. Ça a une première phase de miniaturisation parce que un moteur à vapeur à l'époque c'est gigantesque pour avoir des rendements intéressants, faut stocker du charbon et tout, alors que la moindre machine qu'on a vu Gram, ça peut se brancher à un moulin à la campagne et ainsi être utilisé comme machine, comme source d'énergie pour des machines. Et ça rejoint d'ailleurs Bourganeuf et première commune de France électrifiée. Je sais plus si c'est la première, je me demande si c'est pas la troisième, mais peu importe. Oui, mais c'est dans les premières. Hein, oui, je te confirme, on en a fait un musée. Hein, donc, Deuxième, on en a parlé un petit peu, hein, deuxième source d'énergie nouvelle de cette période-là, donc ce que abusivement on appelle, enfin c'est très daté comme appellation, la deuxième révolution industrielle, donc pétrole, dont on va parler, l'électricité dont on a parlé et le pétrole actuellement. Si tu mets l'image suivante, c'est un peu une galerie, hein, ça va un peu vite, hein, mais c'est pas très grave, tout le monde connaît. La première Mercedes, on est très loin de la classe C ou de la classe E, hein, ça va à la vitesse stratosphérique de 5 km/h. je crois que c'est d'origine, il me semble que c'est d'origine juive. Enfin, je veux dire, le fondateur, je crois qu'il était juif et que Mercedes c'était sa fille. C'est possible que Benz, c'est sa fille, c'est sa femme qui conduit. Mercedes c'est sa fille, et là c'est sa femme. Ah ouais, mais je crois que c'est juif. C'est ce qui est assez rigolo. Soit. Non, mais quand on connaît la suite des aventures. Oui. Donc le premier moteur à essence, c'est 1685. Mais il y a toute une histoire du moteur à explosion avant, mais qui est pas très intéressante, parce que ça relève essentiellement de la curiosité scientifique. Et le pétrole, jusque dans les années 1890, c'est clairement un produit qui sert à lubrifier des engrenages et à allumer des lampes à pétrole. Ça veut pas dire que c'est pas une denrée de premier plan et de première nécessité dans beaucoup d'endroits, mais c'est pas comme maintenant quelque chose qui est au cœur même de nos sociétés. Et là, cette première voiture marque un peu le début d'effervescence qui est un peu comparable à ce qui va se passer avec les débuts de l'informatique dans les années 80, où il va y avoir des gens qui vont vouloir faire des voitures partout, quoi. Et donc c'est la naissance de plein de marques automobiles, donc Mercedes, Renault, des marques comme Peugeot s'y mettent, alors que Peugeot existait déjà avant. Hein. Ils faisaient des moulins à café. Mais c'est voilà, les moulins à café, les vélos, Fiat, pas encore Punto, mais pas loin. Tout et surtout Ford. Si tu mets l'image suivre 18. Donc la Ford T, on est en 1908, et c'est la première voiture de grande série. Voiture la plus vendue de l'histoire. Ah ouais, voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. En fait, beaucoup de marques trichent en collant plein de modèles. Genre ils vont dire la Clio c'est vendu à tant de milliards d'exemplaires parce qu'ils mettent Clio 1, Clio 2, Clio 3, Clio 4 à la suite, quoi. Donc c'est triché. Ouais, bien sûr. Je crois que non, c'est peut-être la deuxième. C'est la deuxième parce que la première c'est de la coccinelle.
Ah oui. Ça me Voilà, paraîtrait la première, c'est la... ça me paraîtrait déjà Mais, plus logique, mais quoi. je vois ça qui met 16 millions de Ford T, c'est quand même beaucoup. Pour un véhicule qui n'a que 2 vitesses et une marche arrière. Et qui roule au maximum à, je crois que la vitesse de pointe descente vent-arrière, c'est 47 km/h. Ouais, pour un modèle unique, effectivement, oui, ça Pour doit un être. modèle C'est unique. possible que ce soit celle-là, oui, c'est En possible. modèle unique, c'est la coccinelle et ça, c'est sûr. Si tu comptes en pas modèle unique, c'est genre la Toyota Corolla et ce genre de merde. Non, c'est ça, c'est la Toyota Corolla, ouais, tout à fait. Mais oui, c'est la coccinelle, ouais, en modèle unique, ouais, tout à fait. Je- Voilà, on est là de. Mais voilà, la naissance de produits qu'on est capable de produits complexes, parce qu'une voiture, c'est pas un clou non plus, quoi. Qu'on peut produire massivement dans des échelles de temps réduites à des millions d'exemplaires, enfin 16 millions d'exemplaires sur, je crois que ça s'est produit sur 30 ou 40 ans, 30 ans, un peu moins de 30 ans. Parce que bon, Ah, 40 je pense ans, pas, ça fait... je pense pas, parce que ça me paraît trop long, parce que ça voudrait dire jusqu'en 38. 38, tu peux pas vendre des Ford T, c'est pas possible. Moi, Bah, ils le font. je serais partant sur moins que ça, moi. Mais même sur 30 ans, c'est énorme, 16 millions d'exemplaires vendus Attends, sur 30 je ans. vais te dire, Ford T, allez, attends, Wikipédia va nous le dire. 20 ans, 20 ans. 1908-1927. Ouais, c'est ça. Ce qui est quand même colossal, quoi. Ah oui, mais enfin, ceci étant dit, je pense qu'il y a une petite différence entre la première et la dernière version, mais bon, on s'en fout, peu importe. Mais oui, bah, Oui, ouais, 30 ans, ça me évidemment, paraissait un peu large, ouais. En 38, tu roules déjà dans. Je vois pas les Américains, même crise ou pas, rouler bah, avec ça. il y a des Américains qui roulaient en Ford T en 38, on a des photos, hein, mais Oui. bon, Il y a toujours des mecs en France qui roulent en 205 aussi, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. exactement. Non, en 38, ils ont mis des charrues derrière, ils font des travaux agricoles, ils s'en battent les couilles, ils font du tuning avec. Et Mais l'image du deuxième avatar du moteur à explosion, qui encore une fois n'a pas fini de faire couler de l'encre actuellement, c'est l'avion en 1903, avec l'image numéro 19. Et on voit quand même qu'il y a une petite bascule dans les inventions qui n'existaient pas trop dans cette première partie du siècle vers les États-Unis, hein, l'hémisphère ouest, hein. Oui, ça c'est clair, ouais, ça aussi, c'est. Mais de toute façon, on peut pas. Le sujet est tellement vaste que Voilà. tu peux l'envisager sous 50 Et versions. Mais là, on peut voler. Ça, c'est fou. là, ça c'est fou. C'est les contemporains vont dire le plus vieux rêve de l'homme, ce qui se défend. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de monter là-dessus. Ah non, ni dessus ni dessous, hein. Non. On dirait quand même un salon de jardin de chez Jiffy avec 2 moteurs de mobilette. Ouais, mais c'est quand même. Et là aussi, hein, c'est là, tu vois l'évolution technologique. 10 ans après, c'est la Première Guerre mondiale. Alors certes, t'as toujours pas envie de monter dedans, mais on est quand même dans quelque chose de différent. Mais ça ressemble à un avion déjà. Ouais, clairement. Ouais. Mais non, oui, c'est beau et c'est poétique, mais en même temps, c'est un bambou quoi. J'ai pas envie d'y aller, hein. Mais oui, c'est le premier. Et surtout que ça va très vite parce qu'on traverse la Manche moins de 10 ans après, l'Atlantique ça sera 20 ans. Enfin, c'est 5 ans après à traverser de Blériot de la Manche, c'est 1908. Donc c'est tout de suite on arrive à des avions qui ressemblent très rapidement à des avions qui ressemblent à des avions pour nos yeux actuels du 21e siècle en fait. Donc c'est à ça qui est assez fou. Et évidemment, il y a des voitures, évidemment, il y a des avions, il y a des vélos, mais ça mériterait un truc. C'est un peu un oubli de ma part parce que j'y ai pas pensé quand j'ai écrit le Non, truc. mais Et l'histoire du vélo, on peut s'en passer. exactement. Et il faut évidemment se dire que l'automobile, alors, l'avion, on n'en parle même pas, c'est un produit de ultra niche. C'est des aristocrates complètement fous qui décident de se jeter du haut du Mont Blanc avec des pétrolettes avec des ailes de chauve-souris, mais la voiture, c'est un bien de luxe. Il y en a avoir une centaine dans tout Paris en 1905. Hein, Ah oui, non, mais avant les attends, taxis, quoi. clairement, là, c'est vrai qu'on l'a pas dit non plus, mais on parle d'un sujet. Bon, ici, tout le monde est connaisseur, bien entendu. Mais la révolution industrielle, ça touche. C'est comme la propagation de l'instit dans Europa Universalis 4. Hein, tout le monde n'est pas touché pareil. Tu vas dans la Creuse Exactement. tu vas dans la Creuse en 1912. Bon, l'avion, c'est une perspective. Voilà, c'est pas tout de suite. Hein. Ah,
C'est sur le journal, quoi. C'est un truc, ça n'existe pas en vrai. Si Hein. tu sais le lire déjà, mais oui, voilà. Oui, si tu sais le lire. Voilà, là, évidemment, c'est toujours le problème de faire l'histoire de la technique, c'est qu'on se focalise essentiellement sur les innovations et un peu la locomotive, alors que bon, bah, La le reste du train diffusion, en c'est une Europe, autre histoire, c'est ça. Non, mais c'est sûr. le reste du train en Europe, ils sont à cheval et ils s'éclairent à la bougie. Hein. Ah, mais clairement, mais c'est vrai c'est tout le problème de, enfin, c'est un sujet tellement vaste, on peut Oui, puis pas. c'est ce que j'avais dit à la session la fois d'avant, c'est que c'est un siècle qu'on analyse essentiellement par ce prisme-là. Ce prisme de l'innovation technologique, de la nouveauté, du changement. Quand t'es paysan entre 1840 et 1890, bon, le prisme du changement, tu le sens pas trop non plus, quoi. Tu le sens, mais pas à Paris. Ah, tu seras, Il va pas en aussi. fait, tu seras impacté par d'autres choses qui ne relèvent pas forcément de la révolution industrielle, ou en tout cas autrement, tu seras impacté par la conscription qui fait que tu vas te déplacer, côtoyer d'autres gens. Donc, tu as, toute Oui, une. par voir la construction d'une école avec des enfants y aller obligatoirement, Ouais, c'est tout ça. d'avoir C'est ça. dans le bled d'à côté que tu vas voir une fois tous les 15 jours pour les comices agricoles d'une gare, mais tu vas jamais prendre le train, mais tu vas voir la gare. Il y a des choses comme ça, c'est voilà, des corollaires qui se diffusent dans les moindres aspects de ta vie quotidienne. Tu vas voir qu'il y a des marques qui vont naître dans l'épicerie de ton village, quoi, mais l'avion, tu vas jamais en voir, tu vas encore moins le prendre. Ouais, la Et révolution. Non, mais quand on parle de révolution industrielle, c'est vrai qu'on parle aussi d'une époque en tant que telle et avec tout ce qui ne relève pas vraiment de la révolution industrielle en tant que telle, mais qui l'accompagne à côté. Enfin voilà, c'est tout un temps. C'est vrai, c'est savoir où est-ce qu'on se limite dans oui, le voilà, je vois qu'il y sujet, a des gens quoi. qui parlent d'unification de la langue. Oui, ça va jouer, ça va plus impacter les gens. Il y a la même chose de la naissance de l'heure. Avant, à Toulouse et à Lyon, t'as pas avant les années 1870, t'as pas la même heure à Toulouse et à Lyon, quoi. Après 1870, si. C'est des choses très bêtes, ça, hein, du quotidien finalement, mais qui sont qui sont bien plus prégnantes pour les gens que de savoir que le bateau machin anglais, il a traversé l'Atlantique en 15 jours, quoi. Ou en 13 et pas en 15 jours, quoi. Ils sont ça, il en a rien à foutre. Et par contre, il y a quelque chose qui va vraiment changer pour une partie de la population, si on sort de la Creuse en 1912, c'est le monde urbain. On en parlait un petit peu la dernière fois, avec les villes champignons et le phénomène minier. Ça y est, c'est pour le coup, là, on peut quand même parler d'exode rural, où là, il y a d'alimentation en hommes, en population des villes, venues par une population venant des campagnes, pour nourrir une industrie de plus en plus grandissante, et aussi parce qu'on y fait des travaux énormes. Euh, avec les banlieues industrielles qui se construisent. Donc, il faut se dire que quand on construit une ville, l'exode rural, c'est pas uniquement des gens qui se déplacent pour aller travailler à l'usine, c'est aussi d'abord des gens qui se déplacent pour construire l'usine. T'avais parlé des maçons de la Creuse, je Tout à crois fait, bien, de tout à fait. souvenir. Ouais, tout à fait. Et mais c'est d'abord les premières migrations urbaines, en fait, elles sont comme ça. Hein. C'était d'abord, faut construire la ville. Là-dessus, j'en parlerai juste après. Mais par exemple, un exemple typiquement, parce que je suis allé chercher les chiffres, parce que c'était assez rigolo, un cas en Bourgogne, Montceau-les-Mines. Mais j'en ai pas parlé la dernière fois. Si t'en as parlé, si tu m'as Ouais. donné l'idée, j'avance, c'est l'image numéro 22, une image actuelle des années 50, je pense, de Montceau-les-Mines. Attends, parce que j'ai Paris, j'ai Londres, Ouais, peut-être c'est celle juste Montceau-les-Mines. après. Ouais. Ok. Ouais, Montceau-les-Mines. C'est la troisième métropole du monde, hein, après Paris et Londres. Donc là, on doit être dans les années 50 à peu près. Hein. Mais Montceau-les-Mines, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Bourgogne, c'est à côté du Creusot, c'est Stederland, hein, c'est une ville minière de charbon, en face d'une énorme ville sidérurgique. Montceau-les-Mines, en 1851, c'est un groupement de hameaux qui fait 1300 habitants à tout casser. Euh, En 1901, Montceau-les-Mines est une ville de 30 000 habitants. Quand même une explosion urbaine assez... Enfin, on n'avait pas vu ça dans l'histoire de l'européenne jusqu'alors. Hein. C'est du fois 30.
Et en fait, toutes les villes explosent. Paris, en 1850, c'est 1,2 million d'habitants, c'est 2,7 millions d'habitants en 1914. Voilà. Londres, ça passe d'un truc comme 3 ou 4 millions d'habitants à, je crois que c'est 3 millions et demi, à 6,5 millions d'habitants. C'est la plus grande ville du monde en 1911. Donc maintenant, c'est des chiffres qui font sourire parce que 6 millions d'habitants, on a des méthodes, il y a un expert en géographie qui va nous dire que c'est un pâté de maison à Dhaka au Bangladesh, quoi. Mais Non, mais à l'époque, c'est quelque chose de. on l'a partout. Je crois que j'en parle aussi dans un truc littéraire. Mais Vienne, pareil, Vienne, ça explose. Tu passes de 500 000 à 2 millions d'habitants à la même époque, quoi. Toutes les villes. Ouais. Toutes les villes européennes, même asiatiques d'ailleurs, mais surtout européennes et américaines, il y a une explosion urbaine. Je peux trouver le cas de Montsolémine, parce que maintenant c'est vraiment une sous-préfecture complètement perdue et en déshérence, c'est atroce, mais Attends, pour la curiosité populaire, 30 000 habitants, aujourd'hui, il y en a. Il y a combien d'habitants à Mont-Solémine? Je vais te dire ça. Il en reste 16 000. Donc la ville a pris une tarte, quoi. ouais, c'est un peu plus de 29 000 en 1900, tu vois. Oh, ça m'étonne pas, ouais. Donc c'est des villes, mais toutes, comme plein de villes en fait, toutes ces villes industrielles qui sortent, mais ça sort de nulle part. Il n'y avait rien. Euh, et on peut remonter en arrière avec le plan de Londres. Enfin cette vue de Londres un peu fantasmagorique, ouais, de l'image numéro 20. On dirait du Gustave Doré, hein. Bah c'est du Gustave Doré. Ah bah voilà. C'est Cool. littéralement lui. Ça va. Je connais mes classiques. Ça va. Voilà, c'est l'illustration de son voyage à Londres. Ça date de 1865. Et c'est sa vision. Alors, il faut pas prendre ça comme une vision purement réaliste, hein. Gustave Doré, c'est pas son courant artistique, mais ça montre quand même la vision d'un artiste de premier plan d'une ville qu'il ne comprend pas et qui le fascine autant qu'il le révulse. Des gens entassés les uns sur les autres avec des voies chemin de fer en plein centre, les gens qui habitent sous les viaducs et cette lumière noire, ce charbon quoi, qui est partout. Et si tu prends l'image d'après, ça va être. Je suis sympa, je vous ai pas mis de Paris haussmannien, je pense que tout le monde connaît. Je vous ai pas fait cet affront-là. Si je vous prends l'image numéro 21, donc un plan de Paris, avec une partie des agrandissements haussmanniens. Donc on voit toutes les communes annexées jusqu'aux fortifications. Donc ça, c'est peu ou prou le plan de Paris actuel, hein, en termes de frontières. Ça n'a pas. Il y a le bois de Vincennes qui s'est rajouté, mais ça n'a quasiment pas bougé. Mais Et c'est on quelque chose voit qu'on oublie hein, dans l'urbanisme d'aujourd'hui, c'est à quel point mais c'est le cas aussi à Lyon, c'est le cas à quel point des quartiers aujourd'hui étaient auparavant des villes individuelles et séparées, quoi. C'est assez rigolo. Bah, Lyon suit un peu le même modèle, enfin le même process que Paris, hein. C'est à la même période, hein. Ouais, c'est quasiment un développement parallèle, Et on en parlera avec le aussi même avec fonctionnement. les prolos, mais c'est aussi une belle façon de contrôler les mouvements sociaux d'une ville turbulente, quoi. Tout à fait, mais ça, j'y viendrai, on y viendra tout à l'heure. Mais c'est donc le percement de grands axes, des grandes démolitions. Il faut se dire que ce sont des villes, c'est typiquement Paris est une ville perpétuellement en travaux entre 1860 et 1910. Il y a toujours des travaux quelque part. On construit une route, on construit des immeubles, un parc, des égouts. Haussmann, on se focalise sur l'architecture extérieure parce que c'est ce qu'on voit au quotidien et ce qui est devenu un peu la marque de fabrique de villes comme Paris. Mais, euh, mais Haussmann, c'est aussi tout un système de réseau d'eau et d'évacuation des eaux, de canalisation de la Seine, de la Bièvre, des canaux pour transformer cette ville en fait complètement. Les grandes artères pour permettre la circulation plus ample et également contrôler des mouvements sociaux, puisque à côté de ces grandes constructions, il y a des grandes démolitions, où toutes les quartiers, les villes encore de ce premier 19e siècle qui étaient encore très anciennes dans l'urbanisme, avec des toutes petites rues, intriquées les unes dans les autres. Maintenant, on fait des grandes unités d'habitation beaucoup plus simples et géométriques. Et il y a aussi un grand mouvement qui se fait dans l'urbanisme, c'est la construction en hauteur. Alors, ça existait déjà avant, hein, et Triste Cire vont me dire que ça existait avant. Si tu veux être l'image numéro 23, c'est un peu l'image canonique
C'est bon, c'est fait, hein, t'inquiète, hein, t'as un petit peu de retard, mais Ouais. y a pas de souci. Ouais. Donc là, c'est l'exposition universelle. Et en 2900, donc on voit des grands bâtiments qui marquent encore le paysage parisien. Donc au premier plan à gauche, là, vous voyez le Grand et le Petit Palais. Au fond, vous voyez la Tour Eiffel, qui date donc de 1889. On peut construire haut. Et on le fera. Mais d'abord, on fait des trucs qui servent à rien, comme la Tour Eiffel, parce que on l'a construit, ça ne servait strictement à rien. C'est juste une prouesse technique. Paris, voilà, maintenant, Paris a fait sa mutation. Vous voyez quasiment, j'allais dire quasiment rien n'a changé. Si, il y a quand même des petits trucs qui ont changé. Vous voyez que les Invalides, là, sont un peu masqués par en même temps, c'est un espace d'exposition, c'est la fête, hein, c'est normal. Mais sinon, le reste du tissu urbain n'a quasiment pas bougé. Vous reconnaissez encore plein de rues et de grands axes qui existent, hein, dont les Champs-Élysées au premier plan. En termes de ça, c'est le paysage urbain moderne, on va dire, avec Londres et cette nouvelle vue de Paris, un peu beaucoup plus utopique que celle de Londres. Si tu mets l'image d'après, c'était pour montrer ce que ressemblait globalement une ville quand on s'éloignait un petit peu de la ville, du centre sympathique. Là, on passe aux États-Unis au début contemporain de l'exposition de 1900. Donc voici un magnifique panorama d'une usine de sidérurgique dans l'Ohio. Il faut se dire qu'il y avait des choses comme ça en banlieue parisienne ou en banlieue londonienne, quoi. Aussi, c'était pas que dans certains grands centres, enfin ça existait partout autour des villes. Si vous prenez Paris, c'est un cas que je connais plutôt bien, alors c'est pas beaucoup mieux maintenant, vous allez me dire, hein, mais tout ce qui est actuellement Saint-Ouen, Saint-Denis, ça ressemblait à ça. Hein. C'était des usines, des usines et des usines. Bon, maintenant, c'est pas forcément beaucoup plus riant hein, en termes d'architectural, hein, on va pas se mentir, mais on est là-dessus. On est sur ce genre de paysage, donc cette dualité de villes presque futuristes pour l'époque, avec des grands axes, des parcs, de la verdure, un petit peu des arbres et tout ça, en extérieur et dans les communes annexées. Prendre le cas spanien parisien, mais qui est aussi le cas à Lyon par exemple, ou à Marseille aussi, je crois. Il y a ça autour. Hein. Quand on habite à Belleville à l'époque de l'exposition universelle, il n'y a pas de périphérique, mais il y a des aciéries, quoi. Donc en termes de qualité de l'air, c'est pas beaucoup mieux. Et si je passe juste après, à l'image numéro 25, il y a aussi quelque chose qui change, c'est la construction en hauteur. Je parlais juste avant avec la Tour Eiffel, il y a des gens qui parlent sur le chat. Le métal, il se met partout, il se met dans les locomotives, dans les bateaux, on en met dans les avions. Voilà, c'est un peu là, c'est le siècle du métal, le siècle de l'acier. Et pour faire plaisir à notre souris préférée, c'est la verticalité qui s'impose dans l'architecture. Donc il y a la Tour Eiffel en 1889, mais aussi les immeubles d'habitation. Donc à Paris, on est sur 6-7 étages, pas plus. Parce qu'on n'a pas à Haussmann, parce qu'on n'a pas encore une invention parfaite, ce qui s'appelle l'ascenseur. L'ascenseur est une invention américaine de 1853 par Otis, Monsieur Otis, qui va quand même donner son nom à un ascenseur sur deux maintenant. Et ils vont s'installer progressivement dans des endroits, des hôtels, des gares, des immeubles souvent de travail plus que d'habitation, les grands magasins, parce que ça coûte très cher. Et à l'époque, ils en font de la pub, hein. C'est-à-dire, venez dans mon magasin ou dans mon hôtel, j'ai un ascenseur. Ah bah attends, c'est nouveau. Vous pouvez attends. aller, Tu m'étonnes. c'est nouveau. T'as pas à monter 13 étages à pied, aussi. Ça peut être chiant. Donc c'est d'abord évidemment à vapeur, puis ça devient électrique dans les années 1890, et c'est une démocratisation de l'ascenseur qui va permettre des choses, et si tu mets l'image suivante, donc l'image numéro 25, je sais plus où j'en suis. Hein. C'est le... Ouais, c'est bon, pardon. C'est pas grave, c'est bon. Tellement bien On y est. Okay. Oui, non, je suis le mec complètement fou. C'est pas grave. Voici le Home Insurance Building de Chicago en 1885. Il fait 42 mètres de haut, donc vous comptez les étages, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a une dizaine d'étages, hein, en gros. C'est le premier gratte-ciel moderne. Et qui va ouvrir un âge, notamment aux États-Unis, puisque c'est plutôt américain aux États-Unis que ce mouvement-là arrive, plus qu'en Europe, mais on va pouvoir commencer à créer vraiment construire des bâtiments. Oui, c'est vrai que t'as le Flatiron en 1902, t'en as plein d'autres, hein, mais là, faut se dire que on est avant la Tour Eiffel. Hein. Ça, c'est 4 ans avant la Tour Eiffel.
Mais c'est vachement moins haut, hein. Ça doit faire 30 mètres de haut, alors que 40 mètres de haut, alors que la Tour Eiffel, c'est 10 fois plus. Oh, 10 fois plus, calme-toi. Enfin, 10 fois plus. 20 km de haut, la Tour Eiffel. En fer algérien, je te rappelle. Hein. Ouais, c'est le plus grand pylône électrique du monde, ouais. Quel affreux truc, mais bon, bref. Bref. Et voilà, va se faire cette bascule-là, finalement, dans ces 75 ans à peu près, hein, entre soit 1850 et 1915, on va dire, où voilà, il y a toute cette gestation-là du siècle précédent, qu'elle soit politique, qu'elle soit technique, scientifique, s'installe vraiment, la science est au service de la technique, et puis l'inverse. La vapeur devient l'énergie majoritaire dans à peu près tous les pays occidentaux. Les usines sont grandes, les usines sont immenses en périphérie des villes, les villes sont de plus en plus peuplées. Il y a ce modèle-là qui était encore une exception dans les années 1830-1840, la grande usine, ces grandes concentrations de capital et de technique, là ça devient normal. C'est-à-dire que pour tout le monde, alors peut-être pas pour le paysan dans la Creuse en 1904, mais c'est quelque chose qui est dans les têtes beaucoup plus qu'avant. Ah, mais ça imprègne tout. Ça imprègne tout. Ça imprègne tout. On le sait. Ouais, Là tout où à un fait. paysan en 1832, on lui parlait encore dans sa tête, c'était encore sous Louis XV. Vraiment, hein, il y avait peu de changements finalement. Là, c'est tout. Ah, Toute on la avait société connu est l'aventure napoléonienne quand même, mais Oui. clairement, le paradigme change complètement. Tu peux plus t'extraire du monde dans lequel tu vis. Tu peux à titre individuel Exact. et dans ton truc, mais le monde autour de toi a tellement évolué que si tu fais 100, oui, t'es plus un marginal entre guillemets qu'autre chose ou quelqu'un d'isolé. Là, tu deviens un marginal, Ouais, justement. bien sûr. Et il y a des gens qui le souhaitent, hein, notamment dans une partie des avant-gardes artistiques. Hein, mais là, il faut se dire que tous les domaines, c'est plus uniquement la production de tes pulls en laine qui ont changé, quoi. C'est-à-dire que tout, du journal, au déplacement, à la communication, à la façon de consommer, a changé. Et pour le coup, même s'il y a énormément de différences en termes de mentalité, de qualité de vie, de temps de travail entre nous, habitants du XXIe siècle, en France ou ailleurs, et, Non, mais ça va quelqu'un en créer. 1902, Ça va créer cette. on a quand même vachement plus de points communs, quoi. Ça va créer ce double mouvement. Mais d'ailleurs, c'est la troisième partie, mais de gens qui sont convaincus par la chose et ça va devenir un dogme. Et ça crée aussi en face des mouvements de friction et de résistance, que ce soit anti-moderne ou en tout cas sociaux ou tout ce que tu veux, quoi. Donc c'est vrai que ça Exactement. imprègne profondément, ça va changer la pensée humaine, hein, clairement, ouais, clairement. Mais complètement, ça va complètement. Il y a une vraie bascule, j'allais dire presque anthropologique, pour utiliser des grands mots. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et si tu mets l'image suivante, la numéro 26, Je ne on sais arrive à pas, la fin. je ne sais pas ce que je fais. Moi non plus. Moi non plus. J'ai mis un tableau. Ah, oui, c'est exactement ça. D'un être que tu adores, car il s'agit d'Auguste Comte. Petit retour en arrière dans les bornes chronologiques, puisque Comte va mourir en 1857. C'est plutôt un homme de la première partie du 19e. Auguste Comte, philosophe français, qui va léguer à l'humanité, on va dire, une croyance indéniable qui va mettre, en fait, je suis pas philosophe et expert de philosophie, hein, mais il va y avoir dans sa pensée et ses descendants, on va dire, en termes idéologiques, quelque chose de l'ordre de la foi inébranlable dans le progrès et la science. Voilà, fondateur de ce qu'on va appeler le positivisme. Et c'était pour illustrer en fait ce fait-là, ce mouvement-là, que les contemporains en étaient conscients. C'est toujours des choses assez intéressantes et pas forcément qui n'existent pas forcément en histoire avant de que les L'idée de dont on parlait progrès, pour 40 l'idée de L'idée de progrès progrès, en termes l'idée de conscience de celle-ci. l'idée de progrès en termes de progrès technique, parce qu'auparavant on est donc dans le progrès moral plutôt 1789 ou tout ce qu'on veut, ou même la philosophie Oui. grecque ou tout ça. On se balance dans Oui. dans le progrès moral de l'homme. Ici,
c'est du progrès technique et scientifique que doit naître effectivement ce progrès de l'humanité, quoi. C'est vrai qu'on Exactement. bascule dans un autre monde. Et on rompt avec la religion, non pas parce que, comme avant, on disait qu'elle entrave l'homme, qu'elle contrôle, mais parce que le paradis, il est accessible ici et maintenant par le biais de la technologie et de la science, quoi. Donc c'est assez Exactement. incroyable, ouais. On passe de Oui, c'est ça, c'est de se passer de cette chose de se dire on va améliorer l'homme parce qu'il va penser mieux de la bonne façon, on va trouver le bon système de gouvernance, la bonne façon de réfléchir, de parler, de trouver ce que c'est que la morale et ainsi de suite. Enfin, c'est 2000 ans de philosophie, quoi. À Bah, essayer de se on trouver. va l'améliorer techniquement, quoi. Non, mais là, maintenant, à On va partir de l'améliorer maintenant, on va techniquement. Et l'améliorer. donc, Ouais, voilà, ouais, le c'est clair. compte, ça va être l'organisation utopique, le socialisme qu'on va appeler utopique, ce qui va devenir en fait le socialisme utopique après, parce que Marx va appeler le socialisme utopique, c'est une nouvelle organisation de la société qui va permettre d'améliorer l'homme techniquement et de vivre de la bonne façon, parce que de toute façon, tout ce que l'homme ne peut pas faire, la machine le fera. Le progrès, et le progrès va pallier à tous nos problèmes, finalement. C'est fantastique. En pur mauvais esprit, je dirais que c'est le moment où la science économique se met à exister, et c'est pas pour rien que c'est ce corollaire-là aussi, quoi. C'est ce truc de, il y a un tel grand mouvement qu'on essaie de le rationaliser par tous les moyens possibles, et dont l'économie, mais pas que. Il y a tout un tas d'explications pour essayer de comprendre le monde qui n'a jamais changé aussi vite de vie d'homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui va naître, qui va vivre 80 ans et qui va naître en 1830, il va mourir pendant la Première Guerre mondiale, quoi. Enfin, c'est le truc est cosmique. Ah, mais c'est ce dont on avait parlé. Ouais. De toute façon, il y a la tier list des époques, tu sais, mais il y aurait presque aussi une tier list à faire je sais pas, des décennies ou autres, où qu'on vu les inventions qui ont le plus transformé Oui, oui. l'humanité, inventions, comment dirais-je, technologiques ou idéaux, quoi. Tu vois, je suis presque Oui, oui. curieux de voir ce qui serait ce qui a le plus Oui, bouleversé l'homme, tu vois, parce que bon, oui. Ouais, enfin bon, bien. bref. Voilà. Est-ce que quid du fascisme ou de l'automobile a bouleversé le plus l'humanité? Je ne sais pas. Ouais, ça se discute qui du communisme ou d'internet a fait le plus changer le monde. Non, non, mais Et d'ailleurs, ça se discute. en parlant d'internet, tu peux mettre le portrait suivant, qui est encore une fois immensément connu, qui est un peu le corollaire populaire, j'allais dire, de Comte, parce que c'est Jules Verne, et qui va un peu incarner ce qu'on va appeler maintenant la science-fiction et ainsi de suite. Mais c'est plus ce qui va incarner en fait une vraie, j'allais dire, ferveur populaire par rapport à ça. Parce que bon, Comte, on reste quand même dans le monde des idées, des philosophes. Le mec a fait Polytechnique. Enfin, on est sur des gens qui sont un entre-soi de gens j'allais dire très intelligents, mais de gens de lettres qui dissertent sur des grandes questions, et ça n'atteint pas forcément le grand public. Alors que Verne, dans les années, qui écrit pendant le Second Empire, 1850, 1860, en s'inspirant du monde qui l'entoure, très clairement, va toucher aussi beaucoup de monde et va participer de cette pénétration, ces idées de progrès et de grandes rêveries techniques dans les imaginaires populaires. T'es peut-être dans la Creuse, mais tu peux lire un bouquin sur les sous-marins, quoi. Donc sans en ayant jamais vu la mer de ta vie. Et c'est vraiment j'allais dire un corollaire populaire Auguste Comte, dans le sens où c'est quelque chose qui va parler des mêmes sujets, de l'amélioration technique de l'homme et de la société, enfin de la société par l'amélioration technique de l'homme, mais dans une côté un peu plus côté un peu plus populaire. Ah bah l'imaginaire, ça joue un rôle, hein. Le cinéma, ce sera pareil. Hein. Ça sera pareil. J'en parle pas parce que j'ai pas trop de Oui, temps. puis on est en fin de, enfin bon, à peu de choses près, on est quand même en Ouais, fin de voilà, à période. peu Ouais. de choses près, voilà, Mm. exactement. Mais si je lui mets une autre image extrêmement connue, parce qu'on va terminer bientôt hein, sur petit exposé, parce que j'ai fait bon, bref, n'importe quoi. Après Jules Verne, un autre barbu, à peu ou prou de la même période d'ailleurs, ça va être ce premier mouvement, hein, ce que tu décrivais hein, avec l'amélioration technique de l'homme et la foi inébranlable dans le progrès, et tous ces corollaires hein, qui vont des usines au colonialisme. Hein, il va y avoir l'autre barbu fou, Karl Marx,
qui va incarner pourquoi lui et pas tout autre théoricien du socialisme de la période, des socialismes de la période, parce qu'on des n'a pas le anarchismes, temps. c'est quand même on n'a pas le temps, et puis c'est quand même celui qui va incarner le socialisme, qui va inventer le mot communisme et qui va être à la base d'une idéologie qui va structurer nos sociétés jusqu'en 1991. Ouais, non, mais qui la structure toujours, hein, même si Et qui la structure voilà, toujours. le politique et la politique ont un peu abandonné la chose pour d'autres raisons, mais ça c'est... Oui, non, mais il y a Proudhon, on peut pas, Oui, il y a tu vois, on Proudhon, peut il pas y a, tout faire. je peux te faire la liste si tu veux, mais on va pas tous les faire, c'est compliqué, mais il y a même Gracchus Babeuf si tu veux en 1789, il n'y a pas de problème, mais je voulais finir par ça, puisqu'il y a il y a tout un corollaire à tout ce qu'on a expliqué sur ce que j'ai développé sur ces trois exposés, c'est la marche du progrès, les grandes usines, le travail qui change, le monde qui change. Tout ça ne se fait pas sans heurts. Il y a tout un tas de mouvements de frein et de résistance, et des premiers intéressés que sont les gens qui travaillent dans ces usines, qui voient participent à ce monde en train de changer, que ce soit les ouvriers du textile à Manchester, les dockers du Havre ou la sidérurgie lorraine. Eux, ils voient sont jetés dans la gueule de quelque chose qui n'existait pas avant et dont une partie de la classe, on va dire possédante et dirigeante, va profiter, qui est dont tu parlais quand on parlait du travail forcé et du colonialisme. C'est un monde du travail qui est extrêmement violent et dont on a du mal à imaginer la violence en fait et à conceptualiser cette violence actuellement, parce que ça a quand même beaucoup changé. Très clairement, enfin, je pense on a acquis un statut et des pratiques qui font qu'on a du mal à imaginer ce que ça a pu être. On est toujours soumis à la violence, perdre son boulot en 2025 parce que t'es remplacé par un robot, ça fait toujours aussi chier, mais effectivement, ouais, il y a une violence aux pauvres, il y a une violence aux Non, il y a travailleurs. toujours des violences qui sont inhérentes. Ton chef peut toujours être un connard qui te harcèle, tu vois. Il y a toujours ça, mais il y a quand même, C'est malgré complètement des différent. boulots qui sont toujours compliqués, Non, mais c'est il y a complètement toujours des différent. risques au travail, mais ça n'a rien à voir avec C'est les accidents du travail en 1860, quoi. C'est incomparable. Le marxisme peut pas naître aujourd'hui sous la forme qu'il a eu à cette époque-là, parce qu'on est dans une optique complètement. Mais c'est comme Et toutes les idées. Enfin, je veux dire, le féminisme aujourd'hui, légitime ou pas, ça c'est chacun son avis. Mais je veux dire, la condition de la femme, il y a une petite différence quand même en 2025 par rapport à 150 ans plus tôt. Ah, Quoi. mais oui, Voilà. exactement. Je vois ça, je peux me retracer tous les jours dans mon mais c'était une norme en fait. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était socialement intégré, pas accepté, mais intégré. Le fait de mourir au travail, le fait de perdre un bras, alors que Le fait de typiquement dans crever de tout ce que faim, j'ai tu vois, le décrit, fait d'être un miséreux. de crever de faim déjà, Aujourd'hui, déjà de crever de faim. aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Personne ne meurt de faim en France, hein. Même le dernier des Afghans qui arrive trouve de quoi se sustenter, quoi. C'est quand même une différence fondamentale dans le niveau de misère et de violence faite aux pauvres et aux travailleurs. Ouais, ça, c'est évident. Mais tant mieux, hein, on va pas s'en réjouir. Hein. Enfin, je veux dire, on va pas ça là-dessus, c'est quelque chose, ça fait partie des bons côtés du progrès, on va dire, mais bah, je te dirais que si j'entre... Enfin non, je vais pas entrer dans des trucs philosophiques. La violence est différente, mais là on entrerait dans des choses... on va partir en mais, philosophie. Voilà. ça mériterait... Les conditions matérielles sont améliorées, voilà. Ça, on peut le les dire. conditions... Ça, c'est indéniable. Pour le coup, c'est indéniable. Ça fait partie d'ailleurs des grands arguments de la part des tenants du progrès, qui vont dire que c'est... Non, je vais pas citer Louis Sarkozy, connard, mais non, pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Non, on entrait dans des choses beaucoup plus métaphysiques, voilà, sur le contrôle aussi des gens. Voilà, il y avait quand même une dureté et une violence, mais les gens étaient objectivement plus libres. Ça veut pas dire plus heureux ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, il y a un contrôle de l'État et un contrôle des institutions. Dans les cadets, entre autres. Ah ouais, c'est possible. Bah, ça, c'est une de mes certitudes et de mes idées fixes, effectivement. Ouais. Mais ça, c'est la faute de Bernanos. C'est la faute de Bernanos. C'est ta marotte. Ouais, un petit peu. Les bien-pensants. C'est la grande peur des bien-pensants. Exactement. Mais voilà, je voulais parler, et puis terminer par, pour illustrer la dernière image, ce tableau qui est pareil, qui est dans tous les manuels scolaires. On est dans le Nord, et c'est des grandes grèves ouvrières. Quand on parle de grève à l'époque, de mouvements sociaux, là, on est au XXe siècle déjà.
Donc il y a des choses qui existent. Typiquement, le droit d'association existe. C'est-à-dire les syndicats sont autorisés, les assos de loi de 1901 existent. 50 ans auparavant, ni l'un ni l'autre n'était autorisé. Et déjà qu'en 1903, on tire au fusil dans la foule de grévistes alors que c'est des femmes et des enfants, 50 ans avant, c'était la cavalerie et les canons. J'en parlerai parce que là, j'avais mis peut-être que ça tenait, mais c'est pas trop intéressant pour le moment. Mais j'en parle. Je reviendrai parler notamment du mouvement Ludite et puis de ses Oui, corollaires j'ai à vu que travers tu avais mis l'Europe. ça. J'ai vu que tu avais mis ça effectivement dans ton développement. C'est vrai qu'on arrive là dans on va dire l'idéologie du progrès et ses oppositions. Et comme c'est un mouvement qui se poursuit après, peut-être qu'on pourra dans la conclusion Oui, évoquer un peu tout ce ça. sera plutôt quelque chose dans la conclusion parce qu'il y a plein de ça en l'écrivant parce que j'ai lu un truc dessus donc je l'ai mis quoi. Mais il y a plein de corollaires. Il y a des trucs en Allemagne qui se passent ou en Italie. Il y a des trucs très intéressants. Où là, on parlera beaucoup plus d'idéologie et d'idées de progrès. Là, c'était pour un peu conclure cette fin de siècle en beauté, on va dire, Ah, mais c'est où très va quand même intéressant. naître. C'est hyper. Enfin, c'est. Qu'on soit clair, c'est fondamental. Je veux dire, c'est un sujet. Mais ouais, est-ce qu'on Non, c'est avait pas le le moment. temps de le développer, tout ça? Je pense Non, qu'on pourra y revenir, ouais. non, mais voilà, c'était parce qu'on en avait parlé un petit peu tous les deux, mais c'était pour terminer en fait sur cette image-là, c'est le siècle qui voit la naissance d'une nouvelle classe sociale qui n'existait pas avant, qu'on va appeler le prolétariat. Marx va appeler le prolétariat, c'est le terme qui va devenir, c'est les ouvriers. Les ouvriers existaient déjà avant en tant que métier, mais pas du tout en tant que Ah, classe sociale. une masse de Une prolétariat masse. urbain, ouais, Une clairement. masse. Clairement. Dans le monde ancien, la masse, c'est la masse paysanne. Et les masses urbaines sont plutôt privilégiées, en fait, sont des marchands, des artisans, plus qui ont des ouvriers, mais qui ont enfin l'ordre ancien ne permet pas la masse urbaine Ouais, puis ouvrière. ils font moins C'est pas le l'histoire. En gros. tout cas, en France, ils font moins l'histoire que le monde rural. Alors Très qu'après, clairement. Et effectivement, en ça va Europe, en fait, basculer. hein. Je sais En pas, parce Europe, qu'en globalement. Italie, Oui, la ville fait beaucoup, par exemple. oui, il y a une autre histoire urbaine en Ouais, Italie, même ouais, je pense aux Pays-Bas par exemple, ouais. ou Donc, même l'Angleterre hein, qui va avoir un autre rapport à la ouais. ville. C'est pas forcément général, mais en France, très clairement, c'est la bascule au moment où la Évidemment, ville va faire l'histoire, ouais. la ville fait l'histoire, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais le monde rural en France reste majoritaire en termes de poids démographique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, Ce qui n'exclut pas une masse urbaine prolétarienne extrêmement nombreuse, et c'est la première fois qu'on atteint des densités d'ouvriers aux mêmes endroits. C'est que pendant très longtemps, une fabrique, un atelier de tisserand, ils étaient 4, quoi. Là, ils vont être 4000. Non, c'est très Et intéressant. Le problème, c'est que oui, au bout d'une heure et demie, on va rentrer dans un voilà, truc où ça demande une autre heure et demie Enfin, même si en plus c'est voilà, pas le sujet central non plus, c'est vrai. Mais ça fait partie de cette révolution industrielle. Ouais, elle va accoucher ça fait partie d'une autre histoire, ouais, clairement. d'une autre histoire et de ce qui, pour le coup, est tout aussi central dans la constitution de nos systèmes, particulièrement politiques. En fait, Ah bah oui. toute la vision de notre politique actuelle se base sur des divisions quasiment qui naissent de là, quoi. Clairement, et En des tout cas, rapports qui ont jusque dans les années changé. 80, quoi. Ouais, ouais, des rapports qui ont changé avec la désindustrialisation. On le voit bien, politique. Mais bon, c'est pareil. La politique, on va avoir une vision très centrée là-dessus, alors que finalement, bon, bah, c'est bon, certes une conséquence et tout ça, mais finalement, c'est pas la révolution industrielle en tant que telle non plus. Exactement. Voilà, donc c'est vrai que ça sort du sujet. Et Bien. voilà. Bah, foi, bah écoute, Voilà, c'est ma c'est petite fin. toujours délicat de conclure sur un sujet en cours, donc j'avais rien dit la fois précédente. Ceci étant, il faut se rendre compte effectivement qu'il est impossible de dresser un panorama complet de ce qu'est la révolution industrielle. C'est un concept, c'est une réalité, c'est un processus historique, une histoire de la technique, une étude démographique. Enfin voilà, c'est 200 ans d'histoire qu'on aborde voilà, sur un concept qui regroupe de nombreuses réalités. Donc déjà, on peut pas vraiment faire un travail exhaustif. Donc c'est déjà bien que tu aies eu le courage d'essayer de chevaucher le tigre. Donc voilà, on peut saluer le travail fait. Hein. Après, on sait, toi et moi, qu'on peut toujours être insatisfait, mais c'est plus facile de faire la guerre du Chaco que la Seconde Guerre mondiale hein, en 1 heure et demie. C'est un peu plus simple. Facile. Après, voilà, je pense que... Même s'ils s'appellent tous Bernardo.
sont tous boliviens, ils font tous 1m50. Non, mais voilà, c'est vraiment une bascule profonde. C'est le plus grand moment d'interaction des hommes qu'il y ait jamais eu à cette époque-là. Que ça se passe bien ou pas bien, peu importe. Mais il n'y avait jamais eu, notamment avant la Oui, colonisation, une telle rencontre du monde avec c'est une lui-même, époque quoi. c'est toujours le plus, c'est toujours quand tu lis des trucs sur cette période-là, où ça soit technique ou des histoires sociales et tout ça, c'est toujours c'est un cercle de superlatif, quoi. C'est toujours la plus grosse ville, le plus machin. Il y a toujours ces espèces de trucs qui n'arrêtent pas de se dépasser de lui-même. Ouais, Ce non, mais qui fait beaucoup en fait penser à ce qui se passe maintenant, mais c'est la première fois dans l'histoire humaine où c'est le cas. Hein. Ouais, la grande accélération, on peut dire ça, ouais, rencontre des hommes sur les continents, il y en a déjà eu, certes, mais je veux dire, là, on est connecté, rencontre des villes et des champs, une interaction qui était bien plus prononcée qu'avant, donc c'est vraiment très intéressant. Après, on a essayé Là, de dresser un peu une chronologie, peut-être un peu plus oui, et puis technique. oui, parce que moi, c'est par là que j'ai appréhendé ce siècle quand j'ai fait mes études là-dessus et tout ça. Mais en fait, il y a il y a 20 000 biais et axes à prendre qui sont Ah, pas du tout moins pertinents. je Hein. connais la sensation quand je me lance dans un truc un peu plus long, historique ou transverse et tout, de dire, putain, mais Ça en fout, par hein. où je vais choisir l'angle d'attaque et qu'est-ce que je vais couper, de quoi je vais parler, de quoi je ne vais pas parler. Voilà, tu vois, je voulais parler de plein de trucs en plus. Voilà, ça fera 12 parties. Hein, Mais c'est le plus compliqué les vidéos comme ça, parce que si tu fais un truc de 15 minutes là, posté sur YouTube avec je sais pas quoi, leur titre à la con, bon bah voilà, tu vas faire un gros résumé et puis tu feras tes vues et tu seras content, mais cet entre-deux là est le plus difficile de trouver une heure et mais demie, c'est 2 heures. intéressant comme exercice, Mm. Bah quand même. écoute, bah on verra bien. Je Voilà. sais pas quelle conclusion C'était quelle conclusion tu voudras faire, quelle forme elle prendra. On ah, verra bien. oui, bah, ça va plutôt parler du monde des idées, on va dire, un peu plus du politique, parce que c'est ce qui, je trouve que ce qui a des conséquences Je pense que ce encore sera visibles. plus intéressant, voir aussi peut-être une petite ouverture sur la fin et tout ça, que de traiter effectivement la Bien sûr. période 14-80 qui est marquée en plus par les conflits mondiaux. Ce sera trop compliqué d'appréhender Non, mais ce ça. sera un résumé. Hein. Il y a Ouais. quelques dates clés que moi j'aime beaucoup rappeler parce que on a tendance un peu à oublier comment la désindustrialisation se passe et l'histoire de l'après-guerre est assez mythifiée aussi de ce Non, mais ça c'est côté-là. intéressant, ouais, bien sûr, Parfois à bien sûr. raison. Mais C'est voilà, très peut-être intéressant. qu'on Pareil, sur le passera monde des sur idées. Hein. on passera sur peut-être sur les conflits mondiaux et ce genre de choses qui sont. Ah non, ça, je veux pas que ça foutre. Hein. Ouais, ça appartient à un peu une autre C'est histoire. c'est pas possible. Si le siècle, c'est la grande accélération, la première et la deuxième guerre mondiale, Ah, c'est la vitesse de la lumière, quoi. ouais, c'est des sujets en eux-mêmes en plus. C'est des sujets même Donc, bah avec des écoute. pays en plus qui sortent de nulle part, le cas de l'URSS ou de la Chine, enfin, c'est une espèce de mutation étrange qui mériterait Ah oui, 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 5 oui. heures de développement. Clairement, clairement. Ok, Donc bon bah voilà, écoute. c'était moins de chiffres précis que la dernière fois parce que en fait, c'est pas forcément ça qui est très intéressant, je trouve, de parler de. Enfin, je l'ai déjà fait. Voilà, on a vu la production d'acier et de charbon, c'est fait quoi. Maintenant, on peut passer à d'autres choses. C'est plus intéressant d'essayer de comprendre des espèces de liens, de mouvements de fond, qu'en fait finalement tout est connecté quoi. C'est ce que j'ai essayé de montrer en tout cas. J'espère que c'était clair. Mais c'est toujours très intéressant quoi qu'il arrive. Donc je te remercie encore. On parlera en privé de la 4e partie, enfin si c'est en 4 parties. J'ai pensé Oui, je pense. au 29 octobre, j'ai un mercredi, voilà, ça te laisse Oui, bah c'est. pas mal de temps comme ça. Oui, très bien. Et puis voilà, ouais, on en rediscutera, tu me diras si la date te convient. Je la bloque entre guillemets, et puis après on en rediscutera comme d'habitude. Ouais, ouais. Voilà, et puis d'ailleurs, j'en parle là à l'oral et je mettrai un petit message dans le Discord, mais encore une fois, j'ai jusqu'à la fin de l'année quelques mercredis d'encore libre, donc si vous voulez passer, si vous avez un sujet voilà, dont vous avez envie de m'entretenir et d'entretenir nos auditeurs, ce sera avec plaisir. Je vais faire mon petit message en Discord, et puis Keijo, je t'oublie pas, je vais poster la carte que tu voulais là sur le Discord. Voilà. Bah écoute, merci, mon C'est là, Skiros. impeccable. Voilà. De rien. On se retrouve, nous, mercredi, pour la tier list des défaites coloniales. Ce sera en 2 parties. Vendredi, Europa Universalis 4. Et dimanche, on parlera d'un bouquin. On parlera de La Grande Guerre de Joseph Héloïse Roux. Voilà. Qui est un livre de photographie et de texte sur la Première Guerre mondiale. Voilà. Allez, à plus tout le monde et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.